Ouvrons à présent la masterclass de Gilles Clément qui se déroule en public aujourd'hui au studio 105 de la Maison de Radio France. Oui, Gilles Clément prendra ce micro dans un instant. Le principe de cette collection, je le rappelle, c'est de savoir comment un artiste construit une œuvre, au sens vraiment de la fabrication de celle-ci, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère l'œuvre comme achevée. Des créatrices et des créateurs qui donc se succèdent dans ces masterclass pour nous raconter le processus de son élaboration. Peut-être avant de véritablement débuter, je me permets de rappeler quelques éléments concernant votre parcours, Gilles Clément, pour dire que vous êtes alors jardinier, paysagiste, botaniste, entomologue, biologiste, écrivain, que vous avez longtemps enseigné à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, que vous avez été en 2011-2012 titulaire de la chaire annuelle de création artistique au Collège de France. Et puis pour présenter votre proposition au Collège de France, vous écriviez, je vous cite, « Ma pratique professionnelle consiste en une activité globale où figurent la conception et la réalisation de paysages ou de jardins, et l'écriture et la publication de textes liés à cette activité et la communication raisonnée de cette pratique. Ce dernier point donne lieu aux conférences, aux expositions, mais aussi et surtout à une pédagogie du projet de paysage dans le cadre d'un enseignement dispensé notamment à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Les 3 premières séances de votre année au Collège de France étaient consacrées aux 3 principaux concepts résultant de vos recherches: le jardin en mouvement, le jardin planétaire, le tiers paysage. On reviendra bien sûr sur ces concepts. Mais la première question, sans doute, devrait être celle-ci. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste, Gilles Clément, ou cette invitation dans notre collection de masterclass, comme celle peut-être du Collège de France, vous a surpris? Oui, oui, ça m'a surpris. Se considérer comme un artiste, je n'est pas sûr que ce soit moi qui puisse en décider. Parce que dans notre profession, il y a une dimension artistique. Être artiste, c'est peut-être quelque chose d'autre. Il y a même peut-être des gens qui ne savent pas qu'ils sont des artistes. Et je vois dans l'artiste celui qui regarde différemment et propose ce regard aux autres, y compris à ceux qui décident, mais qui n'avaient pas imaginé qu'on pouvait regarder et voir autrement. Donc c'est forcément subversif. Comment est-ce qu'on passe d'un travail de terrain à l'élaboration de concepts? Est-ce qu'il y a une méthode Gilles Clément? C'est bien sûr ce qu'on va essayer d'aborder, mais peut-être tout d'abord, est-ce que vous croyez, vous, à la vocation? Ça, je ne sais pas. Je pense que la vocation, ça fait bizarre. Je trouve qu'il y a il y a une implication un peu, pas sanctuarisée, mais enfin, quelque chose comme ça. Non, non, je pense au plaisir de faire quelque chose qu'on a envie de faire. C'est sûr, oui. Moi, quand j'ai commencé à regarder les plantes pousser dans les graviers, d'un sol comme ça sur lequel il fallait, soi-disant, qu'il fallait désherber, je me suis vraiment intéressé à cette question qui était au ras du sol. Et puis, c'est pas forcément pour ça que c'est une vocation, c'est un intérêt, quoi. Et je Vous, l'ai toujours. mais vous avez une formation d'ingénieur horticole, de paysagiste. Il a bien Oui. fallu que vous avez choisi ces formations. Qu'est-ce qui Ah vous a non, amené là? bah, un jour, en classe de seconde, j'étais très mauvais, hein. Je passais d'une classe dans l'autre, tout à fait le dernier, quelquefois pas du tout. J'en ai redoublé plusieurs, bon. Puis arrivé en seconde comme ça, quand même, il y a une prof de sciences nat, ça s'appelait comme ça à l'époque, les sciences naturelles, qui me dit, mais parce que j'étais bon là-dedans quand même, voilà, c'était la seule discipline où ça marchait. Et elle me dit, il y a un métier qui existe, c'est paysagiste, ça existe. Alors, je ne savais pas du tout. Et il fallait faire l'école d'ingénieur, il fallait passer par... Et à partir de ce moment-là, moi, je savais où j'allais. J'ai commencé à devenir bon. Le premier, du coup? Et plus le Non, dernier? pas le premier, mais ça allait. Vous avez aimé ces années de formation? Ah, c'était dur, mais comme je savais où j'allais, ça n'avait pas d'importance. Les prépas de l'agro, parce que c'est ça qu'on faisait, parce qu'il y avait un concours commun, agro, Grignon, qu'on appelait Agri, et puis Horti, qui était l'école d'horticulture de Versailles, où il y avait une spé, ce qu'on appelait une spé, une spécialisation.
vers plein de choses, dont le paysage. Et moi, j'y allais pour ça, pour la formation de paysage. Il n'y avait pas d'autre formation. L'école du paysage est devenue indépendante de l'école d'horticulture que dans les années 79-80. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, où je suis devenu aussi prof dans cette école. J'ai commencé dès le début. Mais avant, elle était une spécialisation de l'école d'horticulture, qui est partie à Angers. Mais vous avez le sentiment d'avoir appris quoi dans ces études, Gilles Clément? Alors, j'ai le sentiment d'avoir appris deux choses. L'alphabet, c'est-à-dire des choses très basiques et qui, malheureusement, je crois, on n'apprend plus trop aujourd'hui, qui nous permettent de savoir où on est. Ça veut dire comment on peut nommer une plante, dans quelle série, elle a pas, à quelle série elle appartient, même si la classification systématique est quelque chose de bizarrement raisonné qui n'a rien à voir avec la classification qu'on ferait aujourd'hui écologiquement. Il y a des plantes qui appartiennent à la même famille et qui n'ont rien à voir dans le même milieu. Elles ne pourraient pas vivre ensemble, par exemple. Mais bon, on a fait des progrès de ce côté-là. Mais simplement, on ne l'enseigne plus, ça. Et pourquoi on n'en enseigne plus, ce n'est plus, parce qu'on considère que de toute façon, on a la maîtrise. Donc avec les produits et les machines, et qu'il est hors de question de commencer à passer son temps à savoir où on habite. Ça, c'est pas intéressant. On maîtrise. Donc on domine, on cultive une plante et on tue toutes les autres. Donc la deuxième chose que j'ai appris, c'est à tuer. On nous a appris à tuer. Voilà. C'est une vraie question, ça. Avec évidemment des produits, bien sûr, mais des tas de systèmes. Hein. On nous disait qu'il fallait apprendre... D'ailleurs, on continue encore aujourd'hui, dans les lycées agricoles, à apprendre aux étudiants comment on fait pour tuer. On prend par cœur les recettes. Alors, bien sûr, il y a quand même... Ça évolue un peu, heureusement. Je caricature. Mais pas trop, hein, pas trop. Et quand moi, je me suis trouvé face à la question de comment je fais pour garder la diversité que j'apprécie, parce que justement, je l'appréciais, y compris celle des insectes. Je ne suis pas entomologue, hein, je suis amateur, mais enfin, je m'intéresse beaucoup. Et qu'on comprend que par là, on peut appréhender l'écosystème parce que c'est une porte d'entrée remarquable, y compris jusqu'au jardin planétaire. Donc, toutes petites choses sont les plus importantes parfois. Mais je me dis, mais je ne sais pas faire parce qu'on ne m'a pas appris ça. On m'a appris à éliminer tout ce que l'on ne cultive pas ou tout ce que l'on n'élève pas, mais pas du tout à garder tout ce qui pourrait constituer les auxiliaires du jardinier. Aujourd'hui, on sait que dans cette diversité, il y a plein de choses qui nous aident, mais à l'époque, on n'en parlait pas. On éliminait. Et comme on continue à avoir cette vision, à quoi ça servirait d'apprendre le nom, l'usage et la vie de ces êtres que de toute façon on élimine? Ça sert à rien. Il y a une certaine logique. Terrible, mais logique. Oui. Avec un parcours et une pratique comme les vôtres, Gilles Clément, alors on peut bien sûr s'interroger sur la méthode de travail. Il y a un premier point important, même essentiel vous concernant, c'est un lieu, c'est Crozant, dans la Creuse, où vous êtes installé il y a tout juste 40 ans. C'était en 1977. Ce lieu, il est fondamental au sens littéral. C'est le lieu d'étude, d'expérimentation. Moi, je voulais un jardin, un terrain pour faire un jardin, ou pour être dans un rapport avec la nature, même si ce n'est pas un jardin. Et je me suis trouvé à faire une visite de 30 départements français, chercher un terrain et une maison, parce que je n'avais pas de lieu pour habiter. C'est une histoire compliquée, donc je trouvais parfois le terrain, parfois une maison, jamais les deux. Et finalement, je suis revenu autour de ce lieu qui a été celui de mon enfance, où là, un paysan voisin, il y avait encore des paysans, me dit mais non, mais écoute, ce truc, il est à l'abandon, là, personne s'en sert, t'as qu'à l'acheter. Il n'était pas à vendre, mais je l'ai acheté quand même. Donc, voilà. Et puis, on ne pouvait pas construire sauf des bâtiments agricoles. Donc, j'ai fait... Il fallait que j'ai une maison quand même. Donc, je me suis habité la tente, une tente d'occasion de l'armée pour le temps de construire la maison, puisque j'ai construit de mes mains. Et ça a été compliqué, parce que j'ai jamais eu le permis après qu'elle soit construite. Donc, eu quelques problèmes avec l'administration de l'époque, qui voulait absolument que j'ai un chemin de 4 mètres, l'eau de la ville, l'électricité. Alors le chemin, ils disaient, oh, d'accord, ça va. L'eau, il y avait la source, ouais, d'accord, ça va. Et puis l'électricité ne voulait pas venir, parce que EDF disait, non, j'ai besoin de votre permis pour construire. Je dis, non, j'ai besoin de vous pour avoir le permis. Comment on fait? Et puis j'ai pas attendu, parce que j'y serais encore à attendre. Donc j'ai construit. Et finalement, pour aller très vite,
au moment où je pose le dernier bardeau couvrant le toit, maison hors d'eau, les flics sont arrivés, les gendarmes, ils sont plus gentils. Et bon, on a discuté. C'était très drôle parce que c'est la seule année où un de mes amis qui venait de temps en temps avait planté de l'herbe. Ils n'ont pas trouvé, ils ont cherché. Hein. Ils ont cherché parce qu'ils cherchaient ça aussi. C'est un prétexte parce que quelqu'un qui construit sa maison, c'est louche et tout. Ils n'ont rien vu du tout. Mais je leur ai dit rassuré, je disais, vous savez, le permis, on va l'avoir. Oui, oui, on discute et tout. Bon, je suis revenu avec la DDE qui ont dit, ah, c'est comme ça qu'on construit en Creuse. Oui, c'est bien, c'est le mode. Bon, bref, ils m'ont donné le permis après que j'ai refait des dessins. Et 8 jours plus tard, quand j'ai eu le numéro, est arrivée une petite voiture bleue. C'était EDF, avec deux mecs qui sortent de là. Je dis, mais attendez, qu'est-ce que... Eh ben, il me dit, mais vous nous avez demandé. Je dis, oui, je vous ai demandé il y a 2 ans et demi. Vous habitez à 23 km, ça fait beaucoup de temps pour eux. Et je dis, non, j'ai plus besoin de vous. Et ils sont repartis. Ils sont repartis et après, heureusement, je ne suis pas relié au réseau. Voilà, donc je peux faire mon électricité. Vous êtes autonome. Oui. C'est la première création véritable, ce lieu et ce jardin, cette maison construite de vos mains, Gilles Clément, et Oui. ce jardin. Ben, de toute façon, j'aurais pas eu les moyens de le faire. Hein. Et puis, il y avait des pierres sur le terrain. On peut faire tout ça. Hein. C'est pas difficile. Bah, maintenant, peut-être plus. J'ai plus tout à fait l'âge, mais on peut. C'est pas compliqué. D'ailleurs, autrefois, tous les gens faisaient leur maison. C'était une chose complètement banale. Là, j'étais déjà un peu tombé dans une génération de paysans qui ne le faisaient plus, mais qui donc se trouvaient bizarre que je me mette à cette tâche. Mais en fait, c'était quand même quelque chose qu'ils connaissaient de leurs parents. Alors, pour rester sur ce lieu, pour dérouler au cours de votre masterclass sur France Culture, Gilles Clément, les concepts que vous avez élaborés, peut-être commencer logiquement par le jardin en mouvement. Donc, il propose une conception in situ, qui peut-être comme un écho à Mies van der Rohe et son Less is More. C'est donc dans votre propre jardin, dans cette maison de la Creuse, que vous avez élaboré ce concept. Alors justement, on va s'intéresser à cette façon dont il advient. Vous avez ensuite exposé ce concept dans ce livre, Le Jardin en Mouvement, multi-réédité. Alors, moi, je vais résumer, et puis vous allez développer. On pourrait dire que le jardinier doit se faire observateur pour se mettre au service de la culture, de la nature, pour coopérer avec elle. C'est une coopération. Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris, ça c'est vrai, ou mal, ou peu, et on commence à s'intéresser à ça, c'est-à-dire à aller vers une meilleure compréhension de ce que moi j'appelle le génie naturel, qui est quelque chose de mis au point par les êtres vivants pendant des millions et des millions d'années avant même que nous soyons là, et qui nous permettrait, si on arrivait à mieux comprendre, à dialoguer, entre guillemets, avec ces êtres, pour en tirer quelque chose qui est profitable aux deux. C'est-à-dire comment pourrait-on continuer à vivre en exploitant cette diversité sans la détruire. Et quand j'arrive dans ce jardin, dans ce terrain qui était en friche, heureusement, ce qui était lui donner une grande diversité, et je me suis d'abord demandé comment faire pour garder cette diversité, en particulier d'insectes, mais aussi d'espèces végétales. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui se déplaçaient dans le terrain, beaucoup de plantes sont vagabondes, et que pour les garder, je devais respecter leur vagabondage, j'ai été obligé de faire des choses qui étaient contraires à ce qu'on m'avait appris complètement, et qui étaient de maintenir la forme que l'on avait dessinée sur une table à dessin pour que le jardin existe suivant une idée, une image idéalisée du paradis. Parce que c'est ça, le jardin, c'est l'enclos et le paradis. Et il me dit, mais je peux pas faire ça. Donc il y a eu quelque chose au départ où la forme a disparu complètement de la manière de procéder. Il n'y aura pas de forme, elle sera donnée petit à petit par des choses qui vont apparaître sur le terrain. Et la première fois que ça a été flagrant, c'est quand une berce du Caucase, c'est une plante géante, magnifique et détestée parce qu'elle vient d'ailleurs, parce qu'elle est envahissante, parce qu'elle est photosensibilisante, enfin elle a tous les défauts. Évidemment, je l'adore. Et elle arrive dans un endroit où on passe, on marche.
d'habitude sur l'herbe, mais enfin quand même, c'est un petit passage étroit. Et je me dis, mais alors je fais quoi? Elle arrive, elle est sortie de l'espace, il y avait un pied-mer un peu à gauche, et, et elle va aller là, elle va me gêner. Et je dis, mais non, non, je vais changer c'est moi qui vais changer mon chemin, je vais le mettre. Donc le jardinier respecte quelque chose qui est un mouvement physique sur le terrain, et c'est la raison pour laquelle ce mode de gestion, je l'ai appelé le jardin en mouvement. Et il change tout le temps. C'est une co-création. Ah, c'est de toute façon une co-création. Dans la question que vous posez, comment on commence, comment on finit, Mm. on sait quand on commence. On finit, on ne sait pas quand on finit, parce que peut-être un objet fini lui-même, une table comme ça, vous savez quand vous la commencez, et vous savez quand vous la finissez. Une architecture aussi. Un jardin, jamais. Jamais. Jamais on est en co-signature en permanence. En effet, la nature, elle invente, elle vient fabriquer quelque chose avec vous, mais en plus, elle continue, même si vous n'êtes pas là. Alors, il y a des applications quand même aussi très concrètes de ce concept de jardin en mouvement. Il y a le parc André Citroën qui ouvre en 1992, un quart de siècle. Comment est-ce que vous avez appliqué ce concept à un jardin, certes grand, mais voilà, dans l'agglomération parisienne, intramuros? Et comment est-ce que vous le voyez évoluer? Comment est-ce que vous dialoguez avec ce jardin au fil du temps? C'était un concours international où l'architecte Patrick Berger, avec qui j'étais en dialogue, m'a invité en disant il faut qu'on fasse ça. Il faut ça, et on a discuté. Et l'idée du jardin en mouvement, comme idée majeure, lui paraissait bonne. Et lui, avançant des idées sur la présence de l'eau dans la ville de Paris, qui était quelque chose de manquant si on comparait à Rome. Enfin, et on a fait toute une espèce de réflexion sur la capitale, sur l'histoire des jardins dans la ville, et on a proposé. J'ai fait cette proposition qui a été acceptée et bien jugée d'ailleurs par le comité technique de l'époque. Puis finalement, on nous a mariés avec une autre équipe qui avait une image beaucoup plus architecturée, beaucoup plus construite. Et ça a donné une équipe à 4, des 2 architectes et 2 paysagistes. Mais comme l'autre paysagiste, qui est un très bon paysagiste, mais qui a une écriture plutôt d'architecture, ça faisait un peu comme si on avait 3 architectes et un jardinier, quoi. Alors, il y a quelque chose comme ça qui s'oppose et en même temps qui se complète. Donc, c'est un parc intéressant. Et moi, ma discussion et mes problèmes ont été avec les ingénieurs de la ville de Paris qui disaient non, non, mais ça, parce que je montrais des photos de 8 ans d'expérience dans mon jardin dans la Creuse. Non, non, mais ça, bon, on peut faire dans la Creuse, mais pas à Paris, c'est pas possible. On peut pas, ça ne marcherait pas. Et je dis, mais je comprenais pas pourquoi, parce que c'était la philosophie qui comptait. C'était pas les espèces, c'était pas le sol, c'était pas le climat. Et finalement, ils ont accepté à la condition que ce soit déplacé. Et on a fait un projet de synthèse où le jardin en mouvement qui était au centre et était reporté sur le côté. Là, ils espéraient qu'on l'oublierait. Et finalement, tous les journalistes se sont intéressés à ça. Ça m'a valu des problèmes, d'ailleurs. C'est-à-dire? Ben, on parlait que de ça. Et les 3 autres concepteurs... Trop de lumière sur vous, Gilles Clément? Mais oui, mais c'est un vrai problème. Non, mais bien sûr. Vrai problème, quoi. Il y avait, donc, je les cite, hein, l'autre paysagiste Alain Provost, Jean-Paul Viguier qui travaillait avec lui et Patrick Berger avec moi. Or, au bout d'un moment, ils se sont sentis lésés parce qu'ils étaient co-concepteurs vraiment, quoi. Or, les journalistes parlaient de ça, et même quand ce n'était pas nécessaire, au propos de l'Expo Jardin Planétaire, ils ont tout à coup reparlé de ça en disant le titre de l'article, qui était pourtant très bien, Gilles Clément, concepteur du parc André Citroën. Mais non, on était 4. Donc il a failli menace de procès, enfin tout. Ça s'est arrêté quand ils ont compris que ce n'était pas de ma faute, quoi. Mais justement, en dehors de celle de la nature, les collaborations et les collaborations extérieures, Gilles Clément, est-ce que c'est important de maîtriser toutes les étapes de l'élaboration d'un jardin? Qu'est-ce que vous déléguez, vous, concrètement? Beaucoup de choses, surtout maintenant, parce que depuis 2003, je me suis inscrit à la Maison des artistes. Alors, c'est pas parce que j'avais décidé que j'étais un artiste, c'est parce que c'était la manière de prendre une liberté par rapport à ce qui est le travail que demande la gestion d'un atelier, d'une agence, comme j'avais, à Caen.
Et j'ai pris cette décision-là qui me permettait de continuer l'écriture, faire des conférences aussi, des cours et des jardins malgré tout. Mais dans la partie jardin, moi, je n'ai plus le droit d'assumer la mission de maîtrise d'œuvre. Donc, je délègue. Mais je déléguais déjà avant. Et c'est une mission qui est plus technique, c'est que je garde la conception. Mais même dans la conception, on discute. C'est rare qu'on la fasse tout seul. Quelquefois, oui, mais quelquefois, on discute à plusieurs. Et dans la partie, la mise au point du dossier, on est toujours en équipe. Toujours. Et la réalisation, en plus, il y a le suivi de chantier. Là, on est encore avec une équipe encore agrandie par des gens qui ont la possibilité d'aller sur le terrain parce qu'ils habitent tout près. J'ai fait un chantier au Chili, je ne vais pas y aller tous les 8 jours. Compliqué. Donc, ils ne sont pas seulement des exécutants. Vous leur demandez ou vous attendez d'eux une part de créativité propre? Ah ben sinon, ce n'est pas intéressant pour eux. S'ils ne participent pas à quelque chose qui est dans la réflexion, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne sont pas toujours cités comme co-auteurs, parce qu'ils n'ont pas non plus l'idée initiale, et puis parce que les gens journalistes, je ne vais pas leur dire du mal, hein, mais ils détestent faire une liste de... Il y en a un, puis c'est tout, quoi. Alors qu'il serait important, effectivement, de pouvoir citer important de mettre tout le monde, toute personne. Oui. Mais bon, là, comme on est à la Maison de la Radio, on n'est pas très loin du parc André Citroën. Oui. Vous y allez de temps en temps, régulièrement, oui, le moins possible, le plus possible? Non, j'y vais quelquefois pour expliquer à des gens qui me le demandent. Et je leur dis qu'on ne referait pas aujourd'hui ce qu'on avait conçu à cette époque en mettant en œuvre un certain nombre de choses comme, qui ne sont pas de l'ordre du vivant, qui sont dans la conception formelle, mais aussi dans l'animation, et les jeux d'eau en font partie, mais qu'on ne le referait pas parce qu'on sait qu'on n'a plus l'argent pour l'entretenir. Et à l'époque, on était encore sous cette espèce d'illusion qu'il y avait de l'argent pour ça. Mais tout a disparu, là. Il y a de moins en moins de jardiniers, il y a les techniciens d'entretien ça a disparu, quoi. Et donc, ils se trouvent avec des problèmes qui sont financiers. Mais la nature, elle s'en fiche de ça. Elle va bien, hein. Très, très bien. Mais il est important aussi peut-être que vous rencontriez et puis puissiez échanger avec les personnes qui travaillent justement dans le parc André Citroën. Mais c'est plus comme ça. C'est pas le cas. Mais non, ça l'a été pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai travaillé avec les jardiniers en leur montrant comment on faisait pour la gestion du jardin en mouvement. Ils ont d'ailleurs très bien intégré ça. Il y en a un qui est devenu, à Viry-Châtillon, responsable, plus tard, responsable de toute une équipe où il gère la totalité des espaces de cette façon. Mais malheureusement, ça c'est la politique de la ville, la direction des espaces verts de la ville, ils changent les équipes. Et au bout d'un moment, il n'y a plus du tout ceux qui avaient compris. Alors, il faut recommencer. Et je ne suis pas là. Bah oui, mais pourtant, vous êtes le co-auteur. Alors, n'oublions pas les 3 autres. Oui. Il n'y a pas un droit d'auteur qui pourrait dire vous avez le droit. Il y a un droit d'auteur sur les artistes. Mais comme à cette époque, je ne l'étais pas. Voilà. Oui. Non, on ne me sollicite absolument pas. Le seul jardin que je suis depuis 20 et quelques années, plus combien, peut-être plus, c'est le domaine du Railleul, dans le Midi, qui appartient au Conservatoire du Littoral, et où régulièrement on me demande de venir 2 ou 3 fois par an pour faire des comités techniques de suivi, quelquefois des ateliers aussi. Et là, évidemment, c'est très très bien parce que je vois tous les jardiniers, ils sont assez nombreux et ils sont des vrais jardiniers. C'est pas des techniciens de surface, hein, ils sont pas là pour faire propre, ils sont là pour comprendre. Et ils comprennent. Et ils interviennent avec beaucoup d'intelligence. Donc c'est vraiment un très très... Et d'ailleurs, c'est un très beau jardin et les gens le sentent, il n'y a pas de problème. Même si au début, il y avait des critiques avec un manque d'entretien ici ou là, maintenant, ils ont compris que ce n'était pas du tout un manque d'entretien. Donc il y a pour vous, là, Gilles Clément, une satisfaction particulière pour avoir ce suivi? Ah mais bien sûr, comme je vous disais, on sait quand ça commence, on ne sait pas du tout quand ça finit. Il faut qu'il y en ait d'autres après moi qui continuent d'avoir un regard. Et ça peut tout à fait être les jardiniers du terrain. Ils ont cette compétence. Hein. Alors, au-delà de ces collaborations nécessaires, est-ce qu'il est important pour vous aussi d'échanger intellectuellement avec vos pairs sur le travail en cours? Est-ce que vous avez des correspondants dans le monde avec qui vous pouvez échanger sur l'avancée de vos travaux respectifs? Pas du tout. C'est bizarre. Hein. Ben oui. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est très rare qu'on se rencontre.
Ça arrive dans des colloques, comme ça. Et parfois, on a des échanges, mais finalement, là où je trouve un dialogue, c'est avec un paysan perdu dans l'Atlas marocain, euh, un étudiant qui pose une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout, des trucs comme ça, quoi. Ou un livre qui vient de la science ou d'un philosophe. Et finalement, très rarement, c'est très rare que ce soit quelqu'un du métier que je fais. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est que peut-être parce que dans ces échanges, il y a des choses qu'on a en commun, mais qui ne nous apprennent rien de plus. Et j'apprends de plus des autres. Vous comprenez ce que je dis? Ah, tout à fait. J'en suis surpris, parce qu'on pourrait imaginer quand même qu'il y a une sorte de jardin, des jardiniers ou de jardin planétaire pour vous, d'échanges, d'expérimentation. Tu as cette théorie, je vais essayer de l'appliquer chez moi, et puis inversement, et puis on va voir ce que ça va donner. Ah non, non. Non, c'est quand je vois Wayang Kriting à Bali qui fait des offrandes pour... Elle va mettre ça noué sur le riz au moment de la nouaison, d'ailleurs, parce qu'il faut faire plaisir à des witcheries, tout ça. Ah ben, je me dis là, vraiment, c'est un truc que je ne connaissais pas, quoi. Ça fait presque un jardin, c'est un rituel, mais c'est plus que ça. Donc c'est ça qui m'apprend. J'étais en Mongolie, et puis là, avec des étudiants d'architecture, d'ailleurs, et on me dit, c'était au mois de septembre, et on me dit, on nous dit, en juillet, il y a eu une rencontre entre l'Occident et les Chinois, ça s'est passé à Ulaanbaatar. Moi, j'avais pour mission de regarder ce que c'était que la place de la nature dans la ville. Et on nous explique qu'il fallait faire propre pour recevoir cette équipe internationale. Et donc, ils ont passé des badigeons blancs et jaunes sur les trottoirs. Ils ont tué tous les chiens et ils ont mis des pétunias. Voulez-vous que je communique avec des gens comme ça? C'est pas possible. Difficilement. C'est pas possible. Ouais. C'est invraisemblable dans un pays animiste, avec des chamans où les vies avec les animaux, on tue les chiens, on met des pétunias, ça n'a rien à voir avec ni le climat, ni la région, ni les rien. C'est ridicule, c'est idiot. C'est imposer un modèle culturel qui n'a aucun sens. J'ai du mal avec ça. Alors bon, il n'y a pas que ça. Il y a des choses bien, mais je ne les connais pas tous. Il y en a, oui, enfin bon. Non, ouais. Non, il y en a que je respecte énormément, qui sont plutôt d'ailleurs en Scandinavie, en Allemagne, quelques-uns aux États-Unis, mais c'est plus rare, et qui travaillent très très bien, mais j'ai l'impression qu'on fait la même chose. Donc, voilà. Alors peut-être avant d'évoquer le concept de jardin planétaire, Gilles Clément, il y a une question récurrente dans ces masterclass de France Culture, c'est de savoir comment viennent les idées. Alors, vous avez écrit cette expérience dans le Jardin de la Vallée, donc chez vous, a duré 8 ans, au terme desquels j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une nouvelle forme de jardinage, mais aussi d'une théorie visant à redéfinir la place de l'homme dans la nature. Alors on imagine que c'est ce qui vous amène au concept de jardin planétaire, alors qu'il se base sur le fait que la Terre est un espace clos, que le jardin est également un espace clos, et que l'homme, donc en bon jardinier, doit ménager cette terre sur laquelle il habite. Alors l'idée paraît assez simple, son application, on le voit chaque jour, les beaucoup moins. On voit aussi clairement qu'il s'agit d'une pensée politique, mais pour revenir à la naissance de ce concept, comment est-ce qu'il prend forme dans votre esprit? Est-ce qu'il y a des moments comme des épiphanies où tout d'un coup vous comprenez quelque chose, ou est-ce que c'est au contraire la prise de notes, la réflexion, regarder votre jardin qui fait qu'une idée cristallise? Pour le jardin planétaire, c'est les voyages qui ont beaucoup joué un rôle très très important. Je dis souvent, le voyage, ça nous permet de savoir où on habite quand on revient. Sinon, on n'a pas trop idée de où on est. Mais quand on fait ça, parce qu'on rentre dans un système de points de comparaison, on voit une diversité qui est une diversité culturelle, d'expression, de ville, d'architecture, de comportement, etc., de nature, aussi beaucoup, puisqu'il y a toute cette biodiversité dont on parle. Et subitement, on voit aussi les croisements, les hybridations. On voit l'effet du brassage planétaire. On voit les vagabonds qui sont venus s'installer. Donc on est dans un jardin de ce point de vue-là. La première des raisons
pour laquelle je pense qu'on peut dire la planète est un jardin, c'est ça le jardin planétaire, c'est le brassage planétaire. Parce que le premier jardin, le tout premier jardin, celui qui est historiquement le moment où l'homme abandonne son nomadisme pour se sédentariser, c'est un petit enclos où il met à l'intérieur des choses qu'autrefois il allait cueillir ou ramasser là où ça se trouvait. Donc il importe. Mais avec les moyens techniques, il va importer de plus en plus loin. Et il va faire venir dans son enclos des choses, surtout pour manger, hein, ces vivriers au départ, qui arrivent quelquefois même de pays de l'autre côté des océans. C'est le lieu du brassage planétaire par excellence, un jardin. Tout ce qu'on mange, ça vient d'ailleurs, ou presque, hein. Et donc, quand on voit sur la planète que ce brassage existe absolument partout, parce que on va découvrir des pins parasols d'Europe en Afrique du Sud, ou des acacias cyclopes qui viennent d'Australie là-bas, ou chez nous, enfin, je ne veux pas vous faire la liste, la branche berce du Caucase fait partie des choses qui ont voyagé, et ainsi de suite. On est dans le mécanisme du brassage planétaire. Comme probablement, ça l'a toujours été, par l'action du vent, des oiseaux, etc., des animaux, des transports, des courants marins, mais accéléré considérablement par l'activité humaine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la couverture anthropique, le jardin. Il est un espace où l'homme est partout, petit jardin. Même là où il ne met pas les pieds, il sait que ça existe un peu de loin. Pareil pour la planète aujourd'hui. Il y a des drones partout, on est partout, quoi. Même là où on ne met pas les pieds. Et enfin, la troisième raison, c'est la définition du mot. C'est que jardin signifie enclos. La finitude spatiale, c'est une réalité. L'écologie nous apprend ça. Mais bon, on le sait que la vie, elle est dépendante des limites de la biosphère. 8-10 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, 8-10 000 en dessous, c'est pas grand-chose, hein. C'est une petite épaisseur comme ça. Et on nage tous dans ce même bain, dans l'eau de cette biosphère. On ne peut pas vivre sans ça. Ça nous amène vraiment à... C'est une condition de partage et à regarder les choses totalement autrement. Donc c'est une vision politique, bah, oui, mais ce n'était pas prévu pour. C'est juste une vision au départ écologique dans le sens non politisé. C'est une observation. C'est tout. Après, ça devient obligatoirement politique quand on commence à le mettre dans une situation de régie. C'est-à-dire comment fait-on pour vivre demain ayant compris ce qui se passe là. Vous dites que ça vient des voyages, Gilles Clément, mais en voyage, est-ce qu'il y a justement des carnets de notes, des dessins, des pensées qui après ben voilà, prennent une forme plus grande? Vous avez écrit beaucoup de livres. Écrire, c'est une façon de penser? Alors écrire, c'est quelque chose d'absolument incroyable comme mécanique. Il faut, pour arriver à exprimer ce que l'on a ressenti, trouver des mots qui ont vraiment la possibilité de le faire. Et ça exige, il y a heureusement un choix de vocabulaire important. Et bon, il arrive parfois qu'on soit obligé d'aller chercher dans une langue étrangère, mais c'est rare. On a une étendue suffisante. Mais c'est précis. Et trouver le mot qui convient, c'est un exercice qui peut prendre du temps. C'est ce que je demande aux étudiants. Quand ils ont eu le rêve qui leur convient sur l'espace qu'on leur a donné, on va ensemble tous dans le même territoire et il faut qu'ils rêvent parce qu'il faut qu'ils imaginent quelque chose qui leur convienne. Si par hasard ils étaient là plus tard dans ce lieu, qu'est-ce qu'ils feraient? Et peu importe les conditions de faisabilité pour l'instant, ils rêvent. Après, ils décrivent. Il faut qu'ils écrivent leurs rêves. Et là, ils souffrent. Là, c'est là qu'ils souffrent, hein. C'est trouver les mots. Une page, parfois, pas deux peut-être, pas plus, quoi. Ça suffit. Et puis, quand ils font cet exercice-là, alors ils éliminent les mots en trop. Il n'y a pas deux idées, trois, qui se battent et qui s'annuleraient. Il y en a une qui émerge. Et ça, c'est meilleur. Donc, c'est un exercice extrêmement bizarre et intéressant que j'ai découvert, moi, en écrivant. Oui, mais vous, c'est pas une page ou deux, c'est souvent beaucoup plus. Oui. Et du coup, il y a une forme de satisfaction quand on a trouvé les mots, les phrases, les paragraphes. Oui, alors en général, il y a oui, même quelquefois en se redisant, ah oui, j'ai écrit ça, bah ça alors. Bon. Et puis il y a des moments où on se dit non, ça, c'est pas possible. Je recommence là, je reprends là. Et puis il y a une troisième catégorie où on dit non, ça convient, mais personne ne comprend. Et ça m'arrive en ce moment.
avec un roman dont personne ne veut. Et vous vous demandez pourquoi? Vous ne comprenez pas pourquoi personne n'en veut, Je vous? crois que personne n'a osé me dire. Bon, je vais essayer de le faire lire à d'autres que ceux à qui je l'ai déjà fait lire. On verra. C'est une anticipation. Peut-être que ça ne plaît pas. Vous pensez que ce sont les idées qui Il y contiennent a sûrement les deux, parce qu'il doit y avoir le style, il doit y avoir la mécanique d'emportement dans un roman, et qui est très importante, et puis les idées, oui. Mais vous avez eu envie, alors là je parle de quelque chose que je découvre en même temps que vous m'en parlez, Gilles Clément, Oui, je sais vous pas avez eu pourquoi je envie parle de de ça passer ici, par, mais- par le roman pour, Ah ben, il y a des... Oui, quand pour on est... délivrer voilà, une vision du monde, un Ah message oui, oui, peut-être. oui, oui. Et pour vous le bon véhicule, le roman, à ce moment-là? Ça peut l'être, c'est pas toujours. Ça peut l'être, oui, bien sûr. Le manifeste du tiers-paysage n'est pas un roman. C'est vraiment un texte très court et écrit d'une façon bizarre qui m'a étonné moi-même quand je l'ai fait en 8 jours, comme ça, sous forme de manifeste. Mais un roman, c'est autre chose parce que ça nous emporte dans un monde qui est une ambiance, une manière de vivre. Et ça, c'est intéressant. Bon, j'en ai fait un qui s'appelle La Dernière Pierre et qui n'est pas un projet, qui n'est pas... c'est un vrai roman, tout simple, je veux dire, c'est pas du tout... Là, c'est différent, évidemment, pour livrer un message, ça peut aussi être utile, mais peut-être que c'est pas la bonne idée. Je sais pas, C'est peut-être pas la bonne forme. peut-être. Mais comment, alors, vous évoquez cette question-là, Gilles Clément, comment est-ce que vous savez, comment est-ce que vous avez déterminé que ce texte dont vous parlez à l'heure actuelle, là, c'était la forme d'un roman qu'il devait prendre? Parce que je voulais que on ait toujours la présence humaine, la faiblesse même, la fragilité humaine, quelle que soit l'avancée dans le futur, c'est une anticipation à je ne sais combien de temps, avec technologique. Bon, il y a eu la guerre des nuages, il y a eu plein de choses comme ça. Il y a eu 3 milliards de morts, c'est un détail, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde sur la planète. Bon, bref, mais les humains ont toujours une manière de se comporter les uns avec les autres qui, au fond, ne change pas énormément. Pas énormément. Donc il me les fallait. Il fallait que je les crée, les personnages. Sinon, on n'aurait pas senti cette dimension-là. Bon, c'est pour ça que c'est un roman. Pour les autres textes, alors pour roman d'ailleurs, mais pour les textes plus théoriques, est-ce qu'il y a une méthode de travail pour vous, Gilles Clément? Est-ce qu'il y a des horaires, des lieux, des rituels d'écriture? Non, c'est le matin parce que c'est le matin. L'esprit il est plus clair après le café, juste. Puis ça se fatigue en début d'après-midi et là je suis dans le jardin parce qu'on a les mains qui travaillent, le corps qui travaille entièrement et l'esprit qui est en totale liberté. Donc là on est dans le rêve, tout va bien quoi. C'est pas pareil. Et quand vous êtes dans le jardin, le roman s'écrit aussi en même Oui, temps? bien sûr, parce qu'il y a des moments où tout à coup, on dit, ah ben non, il faut que le personnage il soit comme ci, il soit comme ça. Alors ça vient sans effort. On n'a pas travaillé pour ça. Est-ce que ça peut être aussi une distraction au sens pour le coup négatif d'avoir un roman en tête quand on est dans son jardin et qu'il faut quand même évidemment prêter attention à Ah non, tout? non, 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 c'est pas ça. Non, c'est le jardin qui prime de toutes les façons. On est sur l'action parce qu'on ne peut pas faire un geste de travers. Mais il y en a quelques-uns qui sont mécaniques et répétitifs. Et pendant ce temps-là, l'esprit fait ce qu'il veut quand même. Il a le droit. Et est-ce que dans toutes ces années passées dans votre jardin, toutes ces années passées à écrire des textes de différentes natures, Gilles Clément, est-ce que vous avez le sentiment d'un progrès dans votre travail, que vous améliorez quelque chose de votre travail, ou est-ce que il s'agit chaque jour de recommencer avec un regard neuf, avec un esprit neuf, avec une plume neuve? Oui, alors ça, je crois que oui. Euh, recommencer avec des outils différents, oui, oui. Là, j'ai fait un tableau en collant des timbres, c'est nul, mais j'avais jamais utilisé ça. Il va être montré dans une exposition sur mon travail, une exposition itinérante qui s'appelle Toujours la vie invente. Et comme je ne savais pas quoi faire de ces timbres que j'ai accumulés
pendant des années, puis c'est des choses qu'on reçoit sur des enveloppes, puis c'est quand même beau un timbre. Enfin, ça a des couleurs. Et on se dit, mais c'est idiot de jeter ça. C'est quelquefois très laid aussi. Hein. Enfin bon, c'est comme des... Alors, si on les met comme ça, on dit, tiens, c'est des couleurs, et on peut les ranger par couleur. Donc j'ai rangé les timbres par couleur, après les avoir décollés, fait sécher, etc. Puis ça finit par faire comme de la peinture, quoi. Donc c'est des nouveaux outils. Enfin, je le dis pour ceux qui veulent. Gratuit, hein. Et c'est pas inintéressant. Oui, je pense que se remettre à la tâche avec quelque chose qui n'était pas ce qu'on avait auparavant, c'est vraiment bien. Dire qu'on fait des progrès dans le travail, c'est ça que vous avez... La notion de progrès, est-ce qu'elle a un sens pour vous, dans votre pratique? Ou en général? Non, dans votre pratique. Dans ma pratique, hein. Ouais. Oui. Moi, je dirais que si elle existe, c'est quand, justement, on peut ne pas travailler. Il faut que je m'explique là. Dépenser une énergie contraire est, de mon point de vue, complètement stupide. Et c'est coûteux, c'est polluant, énergétiquement, c'est fatigant. Et quelquefois, c'est tellement stupide qu'on se demande pourquoi on le fait. Alors peut-être qu'il faut éviter de faire une économie dans ce travail-là. Donc le travail, il irait plutôt pour moi dans la meilleure compréhension de ce que j'appelle donc le génie naturel, j'en parlais tout à l'heure, pour faire moins de choses qui sont la dépense de l'énergie contraire, moins de dépenses d'énergie contraire. Et à ce moment-là, oui, je peux dire, au fur et à mesure, et là ça concerne plutôt le jardinage, donc plutôt le travail dans le temps et non pas la conception, oui, il y a eu un progrès. Oui, de ce point de vue-là, il y en a eu un progrès. Je vous fais ma théorie de l'Anthropocène. Allons-y. À moi, bien sûr. Elle commence avec le premier jardin. Donc c'est le moment où le nomade devient sédentaire. Alors, le premier, je ne sais pas quand, c'est vieux. Puis il évolue. Et il y a de plus en plus d'humains qui se sédentarisent et qui transforment le paysage, forcément. S'il y a Anthropocène, il y a marque sur le territoire, et par l'homme. Hein. Et ça, c'est bien le cas. Et puis, il acquiert une telle illusion de la maîtrise avec son outil qu'il va partout et il a la certitude qu'il est le maître, complètement le roi, quoi. Et ça, c'est vers cette époque du 19e siècle, c'est peut-être celle-là qui, pour moi, traduit le mieux cette expression, même si on est toujours dessous cette idée-là, en oubliant complètement tout ce qui existe et qui n'est pas dans la rentabilité, l'utilité, etc., la compétitivité. Nanana. Et ça s'appelle le stupidocène. À peu près commence à peu près au milieu du 19e et on est en pic, là, on est dans une pointe forte. Vous avez espoir qu'on en sorte? Il faut se détrumpiser, se défillonner, probablement se démacroniser. Difficile. Très difficile. Il y a du chemin. Je ne parle même pas de Le Pen. Pour revenir vers les sujets plus agréables oui. à évoquer... Excusez-moi. Ah ben non, pas du tout. Oui. Mais comme vous avez évoqué une activité plasticienne, je me demandais aussi de quelle façon les autres arts vous nourrissaient. Littérature, cinéma, musique, art plastique. En quoi ça imprime quelque chose dans votre réflexion, dans vos jardins? Mais c'est quelque chose qui est tellement fondamental que j'aurais du mal à vous dire et à faire la liste. Quand je suis allé, parce que j'ai eu cet avantage, ce privilège incroyable d'aller visiter la grotte Chauvet, avec à l'époque la directrice qui s'en occupait, et nous étions 5 dans cette grotte. Et j'étais complètement bouleversé en sortant, en me disant non, ce que l'homme livre à l'homme, ce qu'il lui laisse dans le temps, c'est ça, c'est cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il a vu quelque chose, il a regardé, il a donné à lire, et on part avec ça, et on ne l'oubliera jamais. Puis en plus, en sortant, je tombe sur le pont d'Arc, et il me dit, il y a plein de grottes dans lesquelles ils auraient pu faire ces dessins. Et on sort, on a là, il dit, mais non, en plus, c'était des paysagistes, quoi. Donc il y a une dimension artistique chez l'humain qu'il cède
de génération en génération dont on ne peut pas se passer. On a l'impression que tout est assis dessus finalement. Et que même les décideurs, sans s'en rendre compte, prennent les idées de ceux qui ont imaginé les choses autrement, et ce sont souvent des artistes. Donc l'art contemporain joue un rôle pour moi, même s'il y a des choses que je déteste dedans. Il y en a beaucoup que j'aime. Là, j'étais hier, avant-hier, à l'inauguration d'un FRAC de Marseille, des photos qui sont issues de montages de sculptures photographiées qui ensuite sont, elles, détruites, mais les photos restent, de Thierry Fontaine, qui est un artiste dont l'imaginaire est absolument extraordinaire. Il t'emporte, quoi. T'es parti, là. Et tous les gens, y compris les étudiants, les quais de Versailles, de l'école de Versailles de Marseille, étaient là, de Versailles et de Marseille. Ils ont une antenne à Marseille, étaient là et ils regardaient, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, on ne sait pas. Mais oui, l'art, quelquefois c'est le cinéma, quelquefois c'est une chanson. Là, on me demande pour France Culture, tiens, on me demande un truc musical. Comment ça s'appelle? C'est pas un choix. Un intermède, un choix. Et je tombe sur Cyril Mokayesh, que personne connaît vraiment, quoi. Non, pas encore, mais grâce à vous maintenant. Et j'étais complètement étonné. J'écoute ce type, je dis c'est extraordinaire. Bon, quelquefois, il y a une chanson qui s'appelle Je suis communiste. D'accord, c'est pas vrai, hein, mais alors, bon, il a quand même un engagement, d'accord, mais c'est pas ça. Il a une dimension poétique qui est d'une force telle que on se dit, mais je sais pas où il a pêché ça, comment il s'arrange avec le son, tout est très très fort, quoi. Donc voilà, ce sont des gens jeunes, hein, ça, les deux dont je vous parle. Et la musique, Thierry Fontaine, Cyril Mokayesh. La musique, il y a cette idée reçue que la musique fait du bien aux plantes. Vous y croyez, vous, Gilles Clément? Ah, c'est pas que la musique, c'est tout. Vous leur parlez? Ben, la voix, c'est une musique. Et Alors, la communication entre les plantes et entre les animaux et les plantes, commence à être très étudiée. Et on sait qu'une plante va tourner son feuillage comme ci, comme ça, en fonction de quelque chose qu'elle reçoit. Et forcément que ce qui vient de la voix, ce qui vient de n'importe quel émetteur de son, a une action sur le... Bon, il y a d'autres choses, hein. Il y a des plantes qui, d'une façon directe, font des choses pour se protéger. Par exemple, la piloselle. Moi, j'ai une petite piloselle chez moi, une petite plante très petite, de la famille des composés. Elle émet des toxines au bout de ses racines pour se désherber. Elle enlève les graminées. On ne nous a jamais appris ça, hein. Ça, c'est parce que... Et on ne sait pas jardiner avec ça, évidemment. Mais on devrait. On connaît, je ne sais pas, l'histoire de l'acacia épineux, tout le monde connaît ça, avec l'impala, vous savez, qui s'approche, qui goûte le feuillage. Bon, au bout d'un moment, l'acacia, il en a assez, il émet la toxine dans le feuillage, mais en même temps, il émet un gaz éthylène qui prévient les autres acacias derrière, là, que l'impala, il va arriver. Et puis si l'impala, il arrive et qu'il goûte les autres, il est foutu. Donc tout ça, c'est quand même des choses qui existent, c'est pas un rêve, hein. On commence à étudier ce que c'est que la timidité entre deux arbres, des choses qui sont manifestement, ça se voit visuellement, l'écart qui existe, ce sont des choses qu'on peut vérifier, qu'on a du mal à comprendre. Et je suis sur un projet en ce moment avec le CNRS et quelques autres chercheurs, dont certains de l'INRA, de Clermont-Ferrand, mais là ça se passe en Corse, à Cargèse, où on va étudier la conversation entre les plantes. Ça, c'est le sujet général, mais avec des chercheurs qui ont des bureaux, des ateliers de recherche qui sont très différents, travaillant sur le rapport entre le son, justement, l'action mécanique, l'action chimique entre les plantes. La timidité des arbres. Oui. Il y a une centaine d'espèces timides répertoriées. Ben oui. Moi, j'ai une photo de Samanea saman, qui est un arbre de la famille des légumineuses. Elle est sud-américaine, cette plante, mais je l'ai prise en Australie. C'est un arbre qu'on plante dans les pays subtropicaux, qui est très beau de chaque côté d'une route. Ils ont le même âge, voilà. Et quand on regarde comme ça, il y a une lumière qui se fait entre les frondaisons. Ils ne s'interpénètrent pas, ne se recouvrent pas. Et on appelle ça une fissure de timidité. Les scientifiques sont des poètes, hein. Ça fait quelques beaux titres de livres, ça. Mais on parle vous avez parlé à l'instant du génie humain aussi à propos des autres arts, Gilles Clément, mais le tiers paysage, parce que vous avez évoqué ce troisième concept, vous l'avez élaboré, je crois, au cours d'une analyse menée à Vassivière en Limousin, au centre
international d'art et du paysage, cette presqu'île non naturelle. Hein, c'est EDF qui a créé cette île. Il y a cette publication que vous avez évoquée, Manifeste pour un tiers paysage, qui date de 2004. Je lis là encore cette courte définition. Le tiers paysage, fragment indécidé du jardin planétaire, désigne la somme des espaces où l'homme abandonne l'évolution du paysage à la seule nature. Alors, effectivement, on a l'impression que c'est une forme d'accomplissement finalement de jardin en mouvement, vraiment libre, sans intervention humaine. Ici, c'est la nature seule qui est créatrice. Ça paraît évidemment presque paradoxal d'élaborer ce concept dans l'esprit humain pour dire que finalement l'humain là est en retrait totalement. Alors l'humain n'est pas du tout en retrait parce qu'il a absolument besoin de ça. Il en a besoin à plusieurs niveaux, ne serait-ce que parce que voir un espace de liberté donne le sentiment de la liberté. C'est comme les chiens sans laisse et sans collier dans la rue. C'est pas pareil que de les voir attachés. Mais aussi parce que c'est un territoire d'accueil, et c'est surtout ça, d'accueil à une diversité qui, elle, est chassée de partout ailleurs. Partout. Mais vraiment de partout. Ça veut dire la moindre surface de culture réservée au maïs, vous n'avez pas une autre herbe, une autre animal, rien. Il n'y a rien. Il y a le maïs, point, c'est tout. Bon, c'est des surfaces considérables. Où se réfugie cette diversité dont on a besoin? On le sait puisqu'on en dépend. On ne peut pas imaginer dans le futur se limiter aux quelques espèces peu nombreuses que nous exploitons. Il y a certainement d'autres pistes, mais encore une fois, comment fait-on pour les exploiter sans les détruire? Donc il nous faut tout ça, et dans ces lieux, il y a les auxiliaires du jardinier, c'est-à-dire sans que nous sachions des espèces animales parfois, mais oui, très souvent animales, mais parfois des champignons, parfois invisibles, des mycéliums souterrains, des tas de choses qui ne peuvent vivre qu'à la condition qu'on n'ait pas mis les intrants qui tuent. Donc il les faut, ces espèces-là. Et à partir de là, on voit arriver des choses extrêmement en synergie positive, extrêmement utiles, ne serait-ce que pour se nourrir. Toute la permaculture exploite évidemment ces histoires-là. On a besoin de cette diversité. Donc c'est un trésor. La friche peut être regardée comme un trésor. Vous l'avez expérimenté notamment au parc Henri Matisse de Lille, ou sur le toit de l'ancienne base des sous-marins de Saint-Nazaire. Alors là, très particulièrement, j'imagine que vous allez voir, il s'agit peut-être d'en tirer des enseignements. Là, vous regardez. Alors, pour le parc Matisse, c'est la ville qui, avec ses jardiniers, qui fait les observations de la diversité qui se transforme énormément, parce que la diversité qui apparaît au départ dans un terrain abandonné, elle est herbacée, surtout sous nos climats, elle est grande dans cette condition-là qui est celle du soleil et de la lumière et de l'eau. Et elle disparaît visuellement, seulement visuellement, au fur et à mesure que poussent les arbres. Aujourd'hui, c'est une forêt, le toit de l'île d'Herborance au parc Matisse. Et donc, en dessous, il y a moins d'espèces visuellement qu'il y en avait. C'est illusion. Il suffirait d'une petite clairière, un chablis, arrive de l'eau, de la pluie, mais surtout la capacité que soit levée la dormance des graines par tous ces mécanismes-là, et vous voyez arriver plein de choses. Donc, elle est toujours là, bien entendu. Et oui, c'est pédagogiquement très intéressant, à la fois pour ce que je viens d'expliquer, et aussi pour qu'est-ce qui arrive sur un sol totalement minéral et nu, c'est le cas du toit de la base sous-marine, et qui petit à petit va coloniser, va s'installer. Alors on a les pionnières annuelles, bisannuelles, puis après des vivaces, des petits arbustes, etc. On peut avoir jusque des arbres qui commencent à pousser. Et il y a le lycée Jules Rieffel qui vient avec un professeur de botanique et les 3 enseignants qui ont cette classe de BTS et qui font 3 fois par an un relevé. Ça, c'est très bien. Il y a une analogie évidente dans ce concept de tiers paysage entre la nature et l'humain. Il faut réserver de la place pour accueillir un espace libre, pour qu'il y ait de la diversité, pour qu'il y ait des migrations possibles. La nature, elle nous parle de notre espèce aussi humaine. La nature ne connaît pas du tout le cadastre. Il ne sait pas ce que c'est qu'une frontière. Le vent passe. Les courants marins distribuent la noix de coco, on ne sait même pas de son origine géographique, d'île en île sur la couronne tropicale. Tout ça n'a aucun sens de vouloir cantonner. Dès lors qu'on peut rentrer dans une possibilité de vie, ce qu'on appelle un biome. Les humains, eux, par leur
leur amplitude biologique très forte, sont capables d'aller dans toutes les biomes, toutes les zones climatiques. Et à cause des problèmes qu'ils rencontrent, ils sont quelquefois obligés de changer. Quand une zone comme autrefois le Sahara, où il y avait de l'eau et des arbres, et une forêt deviennent un désert, on s'en va. On va ailleurs. Donc, quand il y a la guerre imbécile du Stupidocène, on s'en va. On va ailleurs, etc. Ben oui, on va ailleurs et c'est tout, quoi. Donc, on doit bien entendu avoir accepté ce système-là, qui est celui biologiquement qui date depuis le début, que ce soit les plantes ou les animaux et les humains, de changer de lieu. Ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas, parce que ça n'est pas pris en compte, ça n'est pas même c'est tabou, c'est la question démographique. Une population végétale, une population animale se régule. Il y a une autorégulation systématique au bout d'un moment. Hein. Ça prend un certain temps, mais quand ça n'est plus viable, il y a une régulation. Nous, non. Nous accroissons, quels que soient les drames, nous accroissons sur la planète sans faire de réflexion. Et quand on impose de façon tyrannique, arbitraire, Mao a fait ça en Chine, un enfant par famille, c'est terrible si on ne comprend pas pourquoi. Or, il n'avait pas du tout une appréhension du jardin planétaire. Personne, même encore maintenant. On ne peut pas imposer ça à des gens qui estiment que dans la descendance, il y aura les petits-fils pour s'occuper des grands-parents. C'est quand même fondamental. On peut pas. C'est cruel, quoi. Aujourd'hui, ils en sont à 2, il paraît-il qu'ils ont. Voilà, bon. Mais ça n'est pas résolu pour autant. À partir du moment où quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance serait apporté à ceux qui sont dans le système de la reproduction, c'est absolument inévitable. On ne voit pas comment on pourrait faire autrement. Ça se fait de soi. Ça va de soi. Et ça se fait sans qu'on en parle. Donc pour moi, le premier des ministères et le plus important sur la planète, pas seulement chez nous, hein, pour lutter contre la bêtise, là, ce serait celui de la connaissance. C'est celui-là qui est au-dessus dans mon gouvernement idéal. Attendez, je vais me mettre debout parce que comme ça ira mieux. Vous voyez, il est là. Puis en dessous, vous avez le logement, la santé, les machins. Et là, tout en bas. C'est pour ça qu'il faut que je sois debout. Au sol. Oui, c'est l'économie, là. Alors, il est très important parce qu'il permet de faire fonctionner les autres. Mais ce n'est pas celui qui donne ses ordres. Par contre, c'est celui que vous mettez au niveau de la terre. C'est quand même pas rien pour un jardinier. Mais c'est très important. L'économie, elle a besoin d'être réaliste et pas celle du jeu de la spéculation financière. Ça n'a rien à voir. Irriguer directement du sol et pas justement... Mais c'est la terre, bien sûr. Je ne sais pas si on m'a entendu, là. Oh, oui. Bon. Mais là, ce qui veut dire que tout acte de création, alors, fut-il d'un jardin, et je mets beaucoup de guillemets, c'est un acte politique, Gilles Clément. On ne s'en rend pas compte, oui. Mais moi, je ne m'en rendais pas du tout compte. Hein. Je ne suis pas parti d'un principe idéologique, à aucun moment. Mais simplement, après, surtout quand j'ai eu accès à la commande publique, qui a commencé avec Parc Citroën, le Jardin de Valois, le Jardin de Blois et quelques autres, à ce moment-là, on est dans l'espace public et on rentre dans la régie on est police, la ville, la régie de la ville, les gens, les humains, les citoyens, etc. On ne peut pas ne pas imaginer la dimension politique du jardin, mais finalement, on se rend compte que même en retournant au petit jardin vivrier, on est dedans aussi. Aujourd'hui, à partir d'un petit jardin partagé créé rue Trousseau dans le 11e à Paris il y a 12 ou 13 ans, on en est à plus que 100. Et ce sont des gens qui se rencontrent et qui travaillent là et qui entretiennent une convivialité qu'ils n'auraient pas imaginée et qui même peut-être se rééquilibrent même. Il y a un côté thérapeutique très fort dans le jardinage, mais qui en même temps découvrent et apprennent, et ça c'est très très fort. Et la dimension politique de ça, on n'en parle pas trop, elle est très très importante. Une question qu'on pose aux artistes qui se succèdent dans ces masterclass, Gilles Clément, c'est la question de la postérité. Alors, évidemment, pour vous, elle se pose un peu différemment. L'œuvre n'est jamais achevée, le jardin est toujours en évolution, et encore plus, voilà, jardin en mouvement jusqu'au tiers paysage. Il y a la postérité des idées, il y a la transmission, c'est important pour vous, cette notion de transmission, que d'autres, après vous, poursuivent vos travaux, vos études, élaborent de nouveaux concepts à partir des vôtres?
Oui, oui, c'est quelque chose de... Mais c'est pas très important qu'il y ait la signature de l'idée. Ce qui est important, c'est qu'on se rende compte qu'on a peut-être servi à quelque chose. Il faut que je dise quoi? Non. Vous avez ce sentiment aujourd'hui quand vous voyez des, vous avez pas dire disciples, mais en tout cas des gens qui suivent. Oui, il y a des étudiants qui reprennent, qui sont maintenant des professionnels, mais Hmm. qui reprennent ça, qui transforment aussi. Il y a toujours des améliorations, des transformations, des adaptations. Donc oui, oui, c'est très bien, oui. Donc vous avez ce sentiment-là d'avoir servi Oui, déjà à quelque chose, je effectivement. crois, mais j'espère, oui. D'abord, merci pour cette heure de parole. Et puis vient le moment où peut-être quelques personnes dans le public auront envie de vous poser directement des questions. Chez Clément, on va un peu rallumer des lumières, arriver à amener quelques micros et, et proposer, si vous avez des questions, de lever la main et qu'on vous tende un micro. Une main s'est levée de ce côté-ci. On voit à peu près. Est-ce qu'il est possible de visiter votre maison dans la Creuse? Alors malheureusement, j'ai été obligé d'arrêter ça parce que sinon je ne serais plus chez moi. Et je fais seulement pas des visites, mais des ateliers avec des étudiants parce que ça peut être utile pour qu'ils soient directement confrontés au terrain, ça change tout. Et ils comprennent même sans que je leur explique, alors c'est bien. Mais je pourrais pas, vous voyez, je suis désolé. Peut-être quand je serai mort après. Pardon, mais vous avez parlé de postérité, vous avez pensé à ça? Après votre disparition, qu'est-ce qui deviendra ce jardin? Ah, ben ça n'a pas d'importance parce que... Ah bah si, on pourrait le visiter peut-être. Ah oui, Enfin, d'accord. d'autres. Si vous vous en occupez, oui. Mais si on s'en occupe pas, c'est pas grave du tout, hein. C'est toute la différence avec l'architecture. C'est sûr. Si on l'abandonne, ça devient une ruine. Si on abandonne un jardin, ça devient une forêt, c'est bien. Pardon, quelqu'un a le micro déjà, madame. Oui, vous disiez tout à l'heure que l'homme avait appris à tuer les plantes, mais qu'est-ce que l'on peut faire dans des îles comme en Polynésie, où il y a des plantes envahissantes qui viennent de l'Occident et qui étouffent les plantes endémiques? Alors, c'est pas qu'en Polynésie, c'est partout. Mais en Polynésie, il y a, enfin, avec le kudzu, avec d'autres choses comme ça, qui ne sont pas originaires de là, il y a des dynamiques d'envahissement qui sont extrêmement puissantes à cause du climat, qui est très favorable à ça. On est sous une couronne tropicale. Mais c'est partout. Ces mécanismes existent absolument partout. Et il est à peu près illusoire d'enrayer ces mécanismes-là. Ce qui est compliqué, hein, sous les tropiques, c'est plus compliqué qu'ailleurs, parce que on attend. Il y a un moment où il y a la réponse du milieu. Ce qu'on appelle la réponse du milieu, c'est qu'un certain nombre de facteurs de la biodiversité, mais aussi quelquefois des facteurs climatiques interviennent et le milieu se calme, enfin la dynamique se calme et parfois même régresse. Vous voyez, dans la mer Méditerranée, la Colerpa taxifolia, qui était une algue qu'on disait être l'algue tueuse il y a quelques années, elle a régressé, on n'en parle absolument plus du tout. Il y en a deux autres qui sont arrivés, qui sont d'origine tropicale d'ailleurs, parce que la température de la Méditerranée a augmenté, ça c'est le changement climatique. Mais il y a eu une réponse du milieu. Pour chez nous, la renouée du Japon, qui est une plante très mal perçue parce qu'elle est très envahissante, qui prend la place, dans certains cas, pas partout, d'autres espèces, eh bien, elle n'a pas encore eu sa réponse du milieu. Elle est encore en expansion. Mais à mon avis, ça arrivera. Puis le jour où on aura trouvé une exploitation économique rentable de la renouée du Japon, on n'en parlera plus. Mais ça ne règle pas le problème des plantes endémiques qu'il faut maintenir. Absolument. Alors ça, ce sont des lieux de protection. Quand on peut le faire, c'est-à-dire dans des espaces petits, puisqu'on ne peut pas dire sur toute la nature de telle île, au Vanuatu ou ailleurs, je prends une île et je la protège, ça c'est illusoire. Ils ont essayé de le faire en Méditerranée avec l'île de Bago, mais c'est un travail de dingue. C'est qu'ils sont sans arrêt en train de lutter, puis il y a un goéland qui arrive derrière et qui fout le bazar et qui remet des graines, alors que
Parce que lui, il apporte des graines, quoi. Il y a rien à faire et tout est comme ça. Donc, c'est intenable, si vous voulez. Et on peut le faire sur un petit jardin. Et là, on peut protéger. Une autre question. Je ne sais pas si quelqu'un... Ah, pardon. On ne voit pas très bien, mais le micro vous arrive. Merci. Moi, je voulais revenir particulièrement au projet du parc André Citroën. Dans votre vision idéale, s'il n'y avait pas eu ces compromis à faire avec les co-créateurs, comment imaginez-vous le principe de jardin en mouvement dans un cadre aussi urbain qui est utilisé quand même par énormément de personnes autour? On y est tous les jours et on se pose sans arrêt des questions sur certaines parties de ce parc. Vous l'aurez vu comment ? Je l'aurais vu comme je l'avais dessiné au départ, avec l'espace central. Vous voyez l'espace central qui est cette grande pelouse en jardin en mouvement. Mais pas sur la sur la totalité de ce qui est aujourd'hui une pelouse. Mais il y a aussi tout le parvis, tout un espace qui, lui, est au contraire, et qui est plus vers ce qui est devenu aujourd'hui les serres et les jets d'eau, etc., qui est en effet très minéral et qui, dans le projet initial, était quelque chose de gérer classiquement, comme une pelouse, mais pas la partie qui est encadrée d'eau. Ça, c'était un jardin totalement en mouvement, ce qui permettait peut-être d'avoir des niches, des espèces de petites... ça dépendait de la tonte et de la gestion. Mais sans doute pas autant d'arbres qu'il n'y en a dans le jardin en mouvement actuel, qui ont été plantés au départ, et maintenant il faudrait commencer à enlever, apporter de la lumière, pour réenrichir la strate herbacée. Et ça, c'est une gestion qu'ils ne savent pas faire, parce qu'on n'ose pas enlever un arbre qu'on a planté. Et c'est dommage, hein. On peut le faire. Et on pourrait tout à fait, quoi. Et alors, à l'époque, quand le jardin en mouvement s'est mis en place, dans cet espace qui était reculé, pour ne pas faire peur, il a été pris par les habitants comme quelque chose d'assez curieux. Et quelquefois, plusieurs reprises, on m'a dit, pendant les 2 années où j'ai surveillé ça, que ça me rappelle mon enfance, me disaient les gens. Comme si, au fond, ça leur rappelait l'époque où ils n'avaient pas encore les interdits. C'est un espace de liberté. Oui. Allez, peut-être encore 1 ou 2 questions ici au premier rang. Merci pour tout votre partage. Et j'aimerais savoir comment vous définissez les moments où vous souhaitez intervenir dans le jardin en mouvement. Donc là, vous suggérez par exemple d'enlever un arbre. Et quand ne rien faire. Voilà, enfin, c'est une vaste question peut-être, mais si vous avez des conseils à donner aussi, enfin, oui. Comment faites-vous ? J'interviens tout le temps dans le jardin en mouvement, enfin tous les ans, dans le jardin en mouvement, mais pas longtemps. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est nouveau, par exemple une plante qui arrive, qui est nouvelle, je fais en sorte d'en faire une petite île que je préserve avec quelques herbes autour pour la laisser se développer, puis je vois ce qu'elle devient, comment elle évolue. Et si vraiment elle pose un problème, je décide peut-être de l'enlever, car il y a une intervention, c'est un jardin, donc il y a un jardinier, bien sûr. Mais c'est en fait quelque chose de changeant tout le temps. Par exemple, pour la grande berce, qui est une plante envahissante, hein, plante vraiment très, très envahissante, dans le sol que j'ai, qui est la partie basse, là, humide, est envahissante. Ailleurs, non. Il faut qu'elle pousse, elle est quand même limitée à... Mais je l'ai stabilisée. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. C'est elle qui m'a appris le mouvement. Et puisqu'elle est venue s'installer dans un sentier. Bon. Mais je connaissais son cycle, qui est d'être bisannuel. Elle fait la hampe florale, les fleurs, les graines. Elle va mourir après avoir fait les graines. C'est le type, les bisannuels fonctionnent comme ça. Les annuels fonctionnent comme ça. C'est le même type, ce sont les... Tiens, je ne sais même plus le nom du type. Type biologique de Ronquière, ça vous dit quelque chose ? Non. Peu importe. Et donc, la graine va être portée au loin, poussée, la plante mère va disparaître. Mais en se multipliant, puisque c'est une hampe florale à je ne sais pas combien de graines, vous n'avez plus une plante, vous en avez 50, 100, 200, etc. Et votre terrain, s'il est petit, tout est mangé. Donc, j'ai décidé de couper la hampe florale
et d'empêcher le moment de la maturation des graines. Donc on voit les fleurs, le début des graines, mais pas leur maturation. La plante, à ce moment-là, se dit « j'ai pas fini mon boulot ». Elle n'a aucun moyen de se reproduire végétativement. Par les racines, ça ne marche pas. C'est uniquement la graine. C'est ce qu'on appelle les thérophytes. Hein. C'est le groupe des thérophytes. Donc il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'elle refasse de la graine. Mais elle repart du même pied. Autrement dit, d'une plante annuelle, j'en ai fait une plante vivace. Changer de type biologique. Ça, je suis intervenu pour ça. Et du coup, l'île dans laquelle se trouvent les grandes berces change légèrement de forme, évidemment, mais ne vient pas gagner tout le terrain du tout. Donc il y a des interventions. Il y a des interventions, je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais là, le moment des personnages ou celui des cils, qui sont des... Ça redessine le jardin dans la période de sortie de printemps et d'hiver. Et au printemps, encore une fois, avec les jacinthes des bois, enfin, vous voyez, j'y peux rien. Là, je ne sais pas ce qui va se passer, là. En fait, tous les jours, il y a quelque chose qui nous interroge avec ça. Et il faut arriver avec une petite machine ou rien, les mains, et intervenir quand même, en fonction de ce qu'on en croit utile de garder et utile de supprimer. Parce que ça pose quand même la question du début du jardin. Du début ? Du début, quand on crée un jardin, oui. Que doit-on apporter ? Si vous avez la possibilité de trouver une friche, vous n'avez rien à apporter. Si vous avez, c'est ce que j'ai eu, si vous avez un terrain nu, ce qui est le parc André Citroën au départ, dans la partie réservée au jardin en mouvement, qui est de l'ordre de 1 hectare, alors là, j'ai fait un semis. C'est un semis d'une quarantaine d'espèces. On ne trouvait pas les graines à l'époque, c'est en Angleterre que je les ai trouvées. Et mais j'ai tout mélangé, puis c'était semé comme ça, à la volée, en faisant quand même une distinction entre certaines espèces qu'on a fait on a fait deux mélanges, qui sont en creux et d'autres moins, quoi. Mais de toute façon, c'était un très mauvais terrain. J'ai demandé à ce qu'on ne le change surtout pas, pour qu'on ait la frugalité. Vous savez, plus le terrain est pauvre et plus la biodiversité est riche, et plus il est riche, le terrain, et plus les espèces sont moins, elles sont nombreuses, puisque c'est que des nitrophiles, c'est que des plantes gourmandes, elles ne sont pas très nombreuses. Donc j'avais la chance d'avoir un mauvais terrain. Et donc les graines que j'avais choisies sont des plantes pionnières, beaucoup d'annuelles, quelques vivaces, qu'on a vu apparaître petit à petit, qui ont pris la place. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc on est parti d'une page blanche, là. Allez, toute dernière question, madame. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté et appris. Vous avez parlé de la dimension thérapeutique et politique du jardinage, de la permaculture, des jardins partagés. N'avez-vous pas l'impression ou le sentiment qu'il y a un fort développement planétaire du jardinage à ces titres-là ? Alors, c'est évident. Il y a aujourd'hui sur la planète un autre regard sur la question du jardin qu'on avait abandonné, hein, parce que c'était l'industrialisation de la culture et de la production. Et tous les gens à la campagne, surtout, avaient abandonné petit à petit leur potager. Puis finalement, certains ont un peu gardé. Puis maintenant, ils reprennent de la place et ils sont en ville. Mais il y a d'autres raisons. Il y a le désir de manger quelque chose de sain. C'est-à-dire, on sait, puisqu'on a semé, qu'est-ce que c'est. Et à la récolte, on est maître, entre guillemets, hein, de la situation du départ de la graine jusqu'à l'assiette. Et c'est très important. Et puis, il y a des questions économiques qui n'existaient pas du tout avant. Alors, il y a ce que vous avez évoqué, ce que je disais aussi, la question thérapeutique, etc. Tout ça, les jardins partagés jouent un très grand rôle là-dedans. Hein. Mais il y a la dimension économique quand... aux États-Unis, la ville de Détroit, merci. J'allais dire d'Urban, vous voyez, Détroit, on n'est plus dans la même ville. Mais, il y a eu tout de suite le recours à ces potagers dans un sol pollué. Ça posait des questions, mais en fait, quand même, c'était du bon sens, qu'on le veuille ou non. Bon, donc on est là, c'est plus compliqué quand il s'agit de
du maintien de la diversité des semences qui est sous l'emprise du marché, à tel point qu'on n'a plus les variétés adaptées au microclimat, aux micro-régions. Elles sont hors commerce, et la seule possibilité est que les individus se les passent, ces graines, ces semences, de jardin à jardin sans les commercialiser, parce que c'est interdit. Ça, c'est le monopole du marché qui est absolument criminel, hein, bien entendu, qui est inacceptable, mais ils ont pris la main là-dessus. Les semenciers industriels sont très puissants. Il y a des gens qui luttent. Il y a Cocopelli en France, il y a Bien Vandana sûr. Shiva Ils ont des procès au plan tout le temps. mondial. Oui, oui, bien sûr. Ils ont des procès tout le temps. Puis il y a le mouvement des semeurs volontaires qui a été initié par Noël Mamère à Bègle. J'étais là ce jour-là, il m'avait invité, avec des semences de Cocopelli, où là, on sème et on demande aux gens qui sont dans des jardins partagés ou des jardins familiaux, hein, parce que c'est pas la même chose, hein, mais ils ont de récolter les graines et de les donner aux voisins. C'est le mouvement des semeurs volontaires. Les semeurs en mouvement. Grand merci à vous, Gilles Clément, d'avoir partagé votre savoir.